17 octobre 2025, chers téléspectateurs, chers auditeurs d'African TV, filiale de Gani Malian TV, recevez nos salutations une fois de plus. Côte d'Ivoire, une démocratie où c'est une dictature déguisée en démocratie, parce que parlant de la démocratie en Afrique, c'est toute une autre histoire. Mais pour découvrir, nous avons fait appel à nos deux experts maison. Il s'agit du journaliste Mouloko Touali, qui est à ma droite et à ma gauche, et il s'agit de l'inspecteur de la douane, M. Koulibaly. Avec le D, d'ailleurs, Mouloko Touali avec sa fougue, et puis le doyen avec sa sagesse, nous allons essayer de comprendre, de découvrir tous les enjeux de cette question, de ce processus électoral en cours en Côte d'Ivoire. Mouloko Touali, votre mot à l'endroit du public. Oui, merci de toujours m'associer aux réflexions concernant le continent africain et les thématiques relatives à chaque pays africain. Et donc, avant d'entrer dans ce vif du sujet, permettre que je dise donc bonjour et bonsoir à tous ceux qui nous suivent et depuis nos deux grandes plateformes, African TV et Gadi Malian, et ceux qui, de façon généreuse, accompagnent ces initiatives, soit par des observations, soit par des critiques. On ne peut pas ne pas être critiqué positivement ou négativement. Tout ça, ça contribue et c'est une richesse. Merci à tout le monde. Et merci à vous, mon frère, qui a toujours été au four et au moulin pour ce combat panafricain. Je ne peux pas aussi oublier le doyen avec qui nous bénéficions, auprès de qui du moins nous bénéficions de toute la sagesse au niveau communicationnel. Ok, mais le peuple africain vous remercie, cher Mouloko Touali, pour votre engagement, votre dévouement. Ça, je peux en témoigner. Doyen, votre bonjour au public. Bonjour à toi d'abord, bonjour à tous les travailleurs de Gandhi, bonjour à tous ceux qui nous suivent nos émissions et surtout à Fatou Doucouré, oui, qui anime très bien les commentaires et qui nous rappelle chaque fois les écueils ou les quelques oublis qu'on peut avoir. Merci. Je dis bonjour à mon neveu qui n'est pas là aujourd'hui. Oui, effectivement. Il s'est excusé. Il s'est fait excuser, certainement il a trop à faire. Voilà. Merci beaucoup, doyen. D'habitude, nous commençons par le doyen, droit de naissance oblige. Mais Mouloko Touali, cette fois-ci, on est carrément sur votre terrain, oui, la Côte d'Ivoire. Vous connaissez, vous êtes un fait analyste politique de la situation ivoirienne. Nous avons besoin de votre lecture pour planter les décors sur les processus électoraux même en cours, les processus même dans son ensemble. Merci. OK. Pour ce qui est donc de ces élections qui se dessinent en Côte d'Ivoire, depuis un certain temps, le processus est devenu polémique. Polémique dans le sens où, d'abord, le débat était au niveau de la structure qui avait donc, ceux qui avaient donc la gestion de ces élections et avec certains noms qui ne figuraient pas ou qui étaient donc considérés comme irrécevables. On arrive là aussi avec la situation de candidat Thiam qui n'a pas été retenu, le président Laurent Gbagbo qui n'a pas été retenu et beaucoup d'autres, y compris Afi N'Guessan l'ensemble qui n'ont pas été reconnus comme Afi N'Guessan, c'est FPI. Hein? Oui, FPI. Okay. Afi N'Guessan. Il n'a pas été donc retenu par rapport à des critères que ceux qui sont en charge de l'éligibilité d'un candidat ont donc dit que cela ne pouvait pas être sur la liste. Et du coup, ça porte un coup à la campagne elle-même. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout un... c'est comme si on est dans un contexte où le pays n'est même pas à une phase d'élection. Et l'élection, d'abord, ça se fait. Il y a la mouvance, quand on parle des élections, c'est la mouvance, c'est l'engouement. Oui. C'est les QG qui sont animés. Mais aujourd'hui, c'est sous forme de piscose. On a une piscose et même les sorties du parti au pouvoir lui-même n'a pas été comme d'habitude parce qu'au temps normal des élections, chacun à son niveau bat campagne ou incite les gens ou fait ce qu'il peut faire, mais dans l'esprit que tout le monde s'attend. Malheureusement, pour le cas ivoirien, la politique a été mal appréciée parce que quand on est dans une situation comme celle que la Côte d'Ivoire vit,
et quand on a eu des antécédents par rapport aux élections de 2010-2011, je crois que les plus hautes autorités devraient se mettre au-dessus. Certainement, on arrivera, mais ils devraient donner devraient créer les conditions pour que la Côte d'Ivoire vive une élection libre et apaisée et que les Ivoiriens oublient les tristes réalités, les tristes événements de 2009, 2010, 2011. Malheureusement, avec le retrait de Laurent Gbagbo, avec le retrait de Thiam dont je parlais, avec le retrait d'Afi Nguessan, qui est même curieux parce qu'Afi a déjà participé plus de 2 fois aux élections présidentielles. Et du coup, cette année, on dit qu'il n'est plus éligible. Bon, tout cela inquiète et ne donne pas, comment on appelle ça, le bon signe d'un pays, mais on peut toujours espérer que politique, même jusqu'à la dernière minute, tout est possible. On peut espérer que les plus hautes autorités et l'opposition, on peut espérer qu'ils pourront peut-être trouver un point commun pour que la Côte d'Ivoire soit ce grand pays qui pourrait aller aux élections sans revivre encore les tristes événements de 2010-2011. Ok. Doyen, on a besoin de votre rapport sur la même question. Je voudrais rappeler une citation de la Bible qui dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Un des problèmes de cette élection, c'est que le président sortant vient d'exercer 4 mandats. 3 mandats, il cherche un 4e. 3 mandats, il cherche un 4e. Dans le narratif, les autres ont su imposer le narratif de 4e mandat. Eux-mêmes, ils ne font plus allusion au fait que c'est son second mandat après le changement. Le RHDP s'est laissé phagocyter par ce narratif-là. Quand je dis que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie, le législateur africain et le peuple africain en général a voulu limiter le nombre de mandats, quelles que soient les situations d'un homme, quelle que soit la situation, même en cas de changement, le peuple entend ne donner que 2 mandats à une personne. Donc le changement de constitution, dans la lettre, oui, il est au second mandat de la nouvelle constitution. Mais dans l'esprit, et ce n'est pas le second. Il a dépassé le nombre de mandats que le peuple voulait confier à quelqu'un. Il n'y a aucun juridisme qui peut dépasser ce problème-là. Et ça a été le gros problème de tout le monde. Donc, c'est le premier problème, c'est la candidature du président sortant. Le deuxième problème, conflictogène, c'est la CEI qui doit encadrer les élections. La CEI est contestée dans tous ses compartiments. Troisième problème, c'est la liste électorale et qui devait être révisée cette année avant les élections, mais qui ne l'a pas été. Et donc, quelles que soient les explications qu'on donne, ça a l'air d'un faux fuyant. Les élections ne devraient se tenir que sur la base d'une liste électorale purgée. Et donc, il y a autant de problèmes conflictogènes qui ne présagent rien de bon pour ces élections-là. Ça, c'est ma première vision de la situation. Aujourd'hui, les campagnes sont obérées. On ne parle même plus de campagne parce que les mouvements de l'opposition qui ne participent pas sont en train de ravir la vedette à la campagne des candidats et même à la campagne du président sortant qui n'a plus beaucoup de visibilité face aux mouvements de rue, face aux contestations. Je vous avais dit ici à un moment donné, on n'était pas trop d'accord. On avait parlé des candidats qui seraient venus des partis politiques, PDCI et choses. Je vous ai dit, ce n'est pas bon, ça n'a jamais été bon. Il y a la discipline de groupe, la discipline de parti,
qui devait amener Awadou Melo et Jean-Louis Billon à rester dans la discipline du parti. Parce que ils seront, c'est comme la galette, Oui. ils seront grillés des deux faces. Mais est-ce que ce n'était pas vouloir tenter des plans Ousmane Sonko Diomaye Faye? Non, parce que ce n'est pas la même situation. Ousmane Diomaye Faye, ce n'était pas la même Dans situation. leur entendement peut-être. Ousmane Diomaye Faye, dans leur situation, tout le monde savait que PASTEF avait vraiment monopolisé et toutes les plateformes. Mais dans le cas, et c'était l'alliance la plus forte. C'était le groupement autour duquel tous les autres allaient se regrouper. Parce que les autres se sentaient faibles. Mais dans la situation actuelle, ni le PDCI, ni le PPACI ne se sentent faibles vis-à-vis de l'autre. Et comment, en politique, il y a une chose. On ne se rallie à toi que lorsque tu es très fort. Quand tu es sur le même pied d'égalité, ce que tu disais, qu'il suffit que les opposants se rallient pour faire partir. Mais ça, il suffit là. Ça, c'est la montagne, c'est la mer à boire. Les politiciens ne s'entendront jamais autour de ça. Il ne faut pas rêver. Et donc, aujourd'hui, leur candidature n'est même plus visible. Les 5 personnes surtout les 2 ténors de ces 2 grands partis qui se sont dissociés, on ne les entend plus. Et résultat des courses, ils ont divisé leur propre parti. Et à la fin, c'est pratiquement, si on regarde le cas de Kakabe, c'est la fin de leur carrière. Ils ne pourront plus remonter la pente. On ne commet pas des impairs comme ça. Il fallait rester dans la ligne du parti, se battre dans cette ligne du parti, soutenir le mouvement. Et après, si ça ne marche pas, on peut relever la tête en disant, bon, on a suivi Gbagbo, on a suivi Tcham, mais dans leur choix, pour ne pas diviser le parti. Maintenant que ça n'a pas marché, nous souhaitons être les porteurs de l'espoir du parti pour les prochaines élections. Mais ceci, et on voit que ces 2 partis n'ont pas été affaiblis et que les gens sont en train de les suivre, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, c'est véritablement une élection qui est partie avec trop d'éléments conflictogènes. Et je ne vois rien de bon là-dedans. Ok. Mounigo Touré, j'y reviens vers vous. Doyen a évoqué les principales raisons qui font difficulté à ce processus électoral, notamment la candidature du président sortant Alassane Dramane Ouattara, mais surtout les listes électorales. Et parlant des listes électorales, Mounigo Touré, nous savons qu'aujourd'hui, ni le président Gbagbo, ni le président Tidjane Tcham n'étaient d'ailleurs totalement opposés à la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara. Mais c'est des gens qui voulaient compétir avec lui. C'est-à-dire c'est des gens qui tenaient à ce qu'il soit aussi sur les listes électorales. Mais ils ont été exclus et nous voyons tous ces problèmes. Pensez-vous qu'il y a une chance pour que ces 2 ténors de l'opposition soient réadmis sur les listes électorales? Si on veut vraiment être cohérent, on doit tenir compte de la logique politicienne qui a prévalu dans un pays à un moment donné de son histoire. Le cas du président actuel, Dramane Ouattara, ou Alassane Ouattara, parce qu'on dit de ne plus dire Dramane, donc Alassane Ouattara, il avait des soucis avec la constitution ivoirienne sur son éligibilité et sa possibilité de candidater. Ce débat a fait marcher son parti, tout a été fait, mais au finish, c'est la politique qui a réglé ça. C'est Laurent Gbagbo, à la faveur de ses pouvoirs en tant que chef d'État qui lui sont conférés, a donc pris des mesures pour que Ouattara soit éligible. Donc, c'est la politique, ce n'est pas la constitution ni le droit, comme vous l'aviez dit la dernière fois, que quand il y a une situation qui peut amener des conflits, il faut donc prendre de la hauteur et voir l'impact que ça pourrait avoir sur dans la société et aller régler les choses de façon à ne pas mettre à mal la cohésion.
Et donc, dans cet esprit, c'est Laurent Gbagbo qui a donc fait accepter Alassane Ouattara pour qu'il soit candidat. Ça aussi, c'est un fait historique. Ouais. Il n'était pas candidat, il ne pouvait pas être élu parce qu'il y avait souci de produire des pièces nationales d'identité, 2 pièces de sa maman. Tantôt, c'était tant, bon, il y avait trop de problèmes sur aussi ses origines, sa nationalité, tout et tout. On a même vu un passeport à son temps qu'il avait présenté de son parent qui était flambant neuf, un passeport pour nous qui sommes encore là. 3 à 4 ans, nos passeports sont déjà froissés. Serait difficile d'avoir un père avec un passeport qui brillait à l'époque. Et tout ça, mais la politique a pris le dessus. Et Laurent Gbagbo, en tant que président, a pris des dispositions pour que, dans l'esprit de l'apaisement, Ouattara soit candidat. On se retrouve curieusement dans le même contexte. Parce que quand on fait une politique, et qu'on est, ça je peux me tromper, mais quand on a la gestion d'un État, le premier souci, c'est l'équilibre de la société, la paix dans son pays et la cohésion. D'abord, si tout ceci se répète, c'est pour dire que depuis, avant même ces élections, le pouvoir n'a pas pris de la hauteur pour créer les conditions de la cohésion sociale à Côte d'Ivoire. Parce que, pour rappel, les prisonniers de 2010-2011 sont encore là. La crise. Mais pourtant, je ne vais pas vous couper. Oui. Mais pourtant, vous aviez mis en place là-bas une commission, je ne sais pas, vérité, réconciliation. Mais ça n'a jamais eu lieu, parce que ce débat n'a jamais eu lieu. Et si cela avait eu lieu, effectivement, et que Laurent Gbagbo se serait exprimé, Blé Goudé et Soro Guillaume, parce que Soro Guillaume n'est pas encore au pays, parce qu'il fait aussi, c'est l'un des principaux acteurs de la vie politique, de la scène politique ivoirienne. Et donc, pour dire que est-ce qu'il peut y avoir une possibilité, par rapport à votre question, que cela soit encore éligible, j'ai dit, si on se met dans la cohérence politicienne de ce qui a prévalu déjà, c'est tout à fait évident que le président aussi prenne de la hauteur pour dire, bon, quoi qu'il en soit, mettez-les sur la liste et je peux les battre. Ça aussi, c'est la démocratie. Ouattara peut bien dire, laissez Gbagbo, laissez Thiam, laissez Afin Guessan être candidat, comme on m'avait laissé à son temps et que moi, je me suis présenté. Alors, il laisse ses frères et ils vont à la compétition. Si ils gagnent, tout le monde va le saluer. Il sera félicité. Si ils perdent, les autres aussi sauront que c'est un chef d'État, un président sortant, il aura aussi droit à tous les honneurs qu'il aura mérités. Mais dans ce contexte précis, c'est inquiétant. C'est inquiétant, mais est-ce qu'on peut déjà préjuger qu'il ne pourrait pas, à la dernière minute, avoir recours à la dimension politicienne pour régler cette situation politiquement? Je ne crois pas qu'il faut toujours du coup lui donner un préjugé, mais ce qui est inquiétant et ce qui pourrait justifier mon inquiétude, c'est que quand on prend le pouvoir dans des contextes flous, chaotiques, parce que la Côte d'Ivoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas, comme le doyen le disait tout à l'heure, la lettre et l'esprit, mais la lettre, d'accord, mais l'esprit de lui-même est que la façon dont il est venu au pouvoir, la façon, la guerre qui a conduit à ce qu'il accède au pouvoir, la même guerre qui a conduit Laurent Gbagbo à la CPI, Ouattara, il est conscient, il sait que la CPI a laissé Gbagbo revenir, c'est pour dire qu'il n'est pas responsable. Qui est responsable? Alors, ce débat est là. Est-ce qu'il ne craint pas que si demain, il perd le pouvoir, les autres ne puissent pas activer ce point de la CPI? Parce que le dossier CPI n'est pas encore totalement soldé, il n'est pas encore vidé. Il est pendant, il est là. Et donc, moi je crois qu'il est ici dans l'intérêt, du pouvoir, dans l'intérêt de l'opposition, mais dans l'intérêt de toute la nation ivoirienne, que la situation ait une réponse politique. La réponse politique, c'est d'accepter que tout le monde soit candidat. Et se présente, y compris Soro Guillaume, il faut le ramener. Parce que ce qu'on dit, la constitution ivoirienne interdit qu'un Ivoirien soit exilé. Si on veut se référer à la constitution ivoirienne, aucun Ivoirien ne peut être exilé. Aucun Ivoirien ne pouvait même pas être extradé.
Mais la constitution, malheureusement, a été piétinée. Elle continue d'être piétinée. Maintenant qu'il est candidat au 2 second mandat, parce que ce qui est un peu triste, et là peut-être c'est l'occasion de le dire, à son premier mandat, deuxième mandat, il a dit qu'il ne serait pas candidat. Et il a donné, quand il devrait prendre ce la constitution pour laquelle il prend son premier mandat, il avait trouvé pour argument le décès de celui qui devrait être son candidat. Amadou Coulibaly. Oui, Gon Coulibaly. Oui, et donc, à partir du décès de celui-ci, et d'Ahmed Bakayoko, il s'est senti obligé d'être candidat. Vous comprenez? C'est des arguments qui, de mon point de vue, étaient très légers comme arguments. Parce que si la Constitution vous a dit 2 années, c'est-à-dire mandat de 2 ans, et une fois renouvelable, il devrait partir. Il devrait aussi faire en sorte que même s'il y a décès, il y a même des ténors dans son parti. Le RPI, le RDA est un grand parti. Je ne parle pas de l'ensemble RHDP. RHDP, c'est l'ensemble des partis qui se sont associés, mais le RDA lui-même est un grand parti qui a des grands cadres, qui a des grands intellectuels, qui a des gens qui peuvent bien diriger la Côte d'Ivoire. Il fallait leur donner la chance. OK. Cette année encore, à la dernière minute, l'argument évoqué, c'est l'insécurité. Et donc, on peut aussi dire que même si aujourd'hui, il gagnait les élections, les 5 ans après, il aurait certainement encore une raison qui devrait encore motiver à ce qu'il soit candidat. Puisque c'est des raisons et non la Constitution. Parce que si on veut appliquer la Constitution, ce n'est pas les raisons personnelles qui vont prévaloir sur ce qui est décidé au niveau de la Constitution ivoirienne. Mais il y a un problème d'insécurité, c'est-à-dire le terrorisme et ceci, cela, alors il aurait souhaité encore être candidat pour y faire face. Cet argument est loin d'être un argument qui obéit à ce que dit la Constitution ivoirienne. Alors, espérons qu'il se souvienne que c'est son frère et ami, Laurent Gbagbo. C'est son frère? Oui, mais c'est des Ivoiriens. Tous les Ivoiriens sont des frères. Non, c'est juste une question. Mais c'est la bonne question, c'est la bonne réponse. Le frère de Ouattara, c'est Gbagbo. Son frère, c'est Afin Guessan. Son frère, c'est chaque Ivoirien, parce qu'il est Ivoirien. Il est président de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire qu'un président, même si ce qu'on peut reprocher, toujours est-il que c'est lui qui gère la Côte d'Ivoire. Et quand Ouattara avait des soucis, c'est Gbagbo qui a pris toutes les mesures nécessaires pour que sa maman soit mise dans toutes les conditions. Il a même dit, mon frère Laurent Gbagbo a pris toutes les dispositions pour vraiment s'occuper de ma maman. Et donc... Mais est-ce qu'on envoie son frère à la CPI? Oui, évidemment. Est-ce qu'on envoie son frère à la CPI? Mais on est sur les antennes et puis African TV et tous ceux qui nous suivent sont vraiment des gens à respecter. Et on est donc tenu de chercher les mots, des euphémismes pour ne pas être un peu désagréable dans les propos. Mais il s'agit, nous sommes... un frère. Vous êtes dans le cadre d'une analyse politique et même géopolitique. Justement. Il faudrait appeler les chats par son nom. Justement, c'est pour dire que ce chat-là, pour ne pas que... Il faut que les auditeurs ou téléspectateurs, ceux qui nous suivent aussi, ne soient pas surpris de pourquoi j'ai rien dit. Quelqu'un qui a été rebelle pour prendre un pouvoir, un fils du pays qui balafre son pays, de 2002 jusqu'à 2010, le pays est coupé en deux. Ça ne l'a pas suffi. De 2000, la rébellion se révèle et neutralise l'armée ivoirienne. Et on remplace les militaires ivoiriens par des rebelles, des dozos, tout cela, et qui sont d'aujourd'hui des militaires ivoiriens. Mm-hmm. On parlera, paix à son âme, Ouattao, on parlera des casses, de tout ce qu'on connaissait. Aujourd'hui, on est en face d'une situation où quelqu'un rebelle, à un moment donné de l'histoire, et celui qui était le porte-flambeau de cette rébellion, le jeune qu'il avait mis au devant, qui est Soro Guillaume, et par honnêteté, par loyauté à Ouattara, a dit je l'assume. Il a même écrit un livre. Soro a écrit un livre pour dire pourquoi je suis devenu rebelle. Il a pleinement assumé la rébellion. Soro est où?
Soro n'est pas là. Ahmed Bakayoko est où? Ahmed Bakayoko n'est plus là. Ibé, qui était le cerveau même de la rébellion, aux premières heures de cette victoire rebelle, Ibé est où? Ibé n'existe plus. Ouattao, il n'existe plus. Koulibaly, il n'existe plus. Tous ceux donc qui avaient participé et qui l'ont porté et qui ont pris des risques pour qu'il soit président, chef d'État de la Côte d'Ivoire ou à la faveur de la rébellion, tout cela n'existe plus. Sauf quelques-uns, dont Soro. Soro qui devrait être récompensé. Il ne l'a pas encore récompensé. Soro est devenu persona non grata dans son propre pays où il a été acteur qui est permis à ce que Ouattara soit au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et donc, dans cet esprit, Ouattara n'avait pas autre solution que de dire oui, je viens. On sait que, avant que Blaise ne tombe, toute la rébellion avait son QG au Burkina Faso et dans certains pays, le même Blaise est devenu ivoirien. Blaise est devenu ivoirien, il est ivoirien. Il est là à côté de Ouattara. Donc, comment ces deux-là pouvaient aujourd'hui dire il faut donner carte blanche à ceux-là pour qu'ils soient compétitifs et si demain ils gagnent, nous, notre sort, c'est quoi? Donc, ils craignent. Et c'est ça même, ça m'amène même à dire que sa crainte se justifie parce que aujourd'hui, deux pays, l'histoire a fait que l'histoire a dessiné deux pays comme ça. Il a donné le Mali et le Burkina Faso. Le Mali aujourd'hui est géré par quelqu'un qui n'est pas prêt à siffler dans la même trompette. Parce que ça là, ça c'est l'esprit qui ne tolère pas la logique de ces pro-français, s'il faut l'appeler ainsi. C'est pas au Burkina Faso qu'une trompette en faveur de Ouattara va sonner, si je ne crois pas. Et donc, il est étouffé. La seule chose qui lui reste, soit il est au pouvoir, il meurt, soit il est au pouvoir et la catastrophe l'y enlève. Pour être cru, je ne crois même pas qu'il puisse céder. S'il pouvait céder, depuis que son frère Gbagbo est venu et puis il a reçu à la présidence, le lendemain, toutes les conditions de la paix, de la cohésion, de la réconciliation nationale auraient eu lieu. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Doyen, nous revenons vers vous. Il a évoqué, notre frère Monokotoala a évoqué un fait, et nous en parlons aussi souvent, c'est que c'est le président Laurent Gbagbo, pour des raisons que vous le saviez, qui avait décidé que Ouattara puisse être candidat. C'est lui qui avait permis, il avait facilité cela. Aujourd'hui, dans son analyse, c'est-à-dire Ouattara pouvait faire la même chose au président Laurent Gbagbo. Mais est-ce Ouattara vit ça comme un piège qu'il avait tendu à Laurent Gbagbo ou il vit ça comme peut-être un avantage qui a été juste bénéfique? Et aujourd'hui, Ouattara, qu'est-ce qui l'empêche de faire la même chose pour Laurent Gbagbo? Avant de répondre à la question, j'avais relevé 3 éléments conflictueux, Oui. mais il y a un 4e que je n'avais pas évoqué. Okay. Excusez-moi pour l'oubli. Ce 4e élément, c'est la Cour constitutionnelle. Ah. Oui, chez nous, c'est la Cour constitutionnelle chez nous, le Conseil constitutionnel chez vous. Mais que ce soit Cour constitutionnelle ou Conseil constitutionnel, dans les démocraties, c'est la clé de voûte de la démocratie. Cette Cour-là est la clé de voûte de la démocratie. Ce qui différenciait un peu le cas sénégalais avec Ousmane Sonko et la Côte d'Ivoire, c'est que là-bas, il y a une Cour constitutionnelle qui, bien que ayant un peu tergiversé, est restée quand même dans une ligne. Oui. Et c'est ce qui ne s'est pas passé en Côte d'Ivoire. Je me rappelle les élections qui ont fait partie de Gbagbo. De 2010. Le président du Conseil constitutionnel avait déclaré Gbagbo élu. Et après, quand la chose a changé, il est venu dans les yeux des Ivoiriens dire non, c'est le sorcier ou le diable qui nous avait atteints. Il s'est régné en un rien de temps. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est une plaie. Parce que les cours constitutionnels ou les conseils constitutionnels sont à la disposition du pouvoir en place et ne s'assument pas. Là-bas, c'est un sacerdoce. Il y a aussi ça, ce n'est pas un élément, mais pour répondre un peu à ta question, le droit aussi est un élément pacificateur, rassembleur. Lorsqu'on a parlé de
lorsqu'on a rejeté la candidature de ces... Lorsqu'ils ont porté le problème devant le Conseil constitutionnel. J'avais dit ici que le Conseil constitutionnel pouvait dire en droit pur, ils ne peuvent pas être candidats, mais le Conseil constitutionnel avait la possibilité de faire une injonction au président de la République pour dire, bien que ce soit ce que le droit a dit, mais nous, Cour constitutionnelle, nous vous disons qu'il faut les mettre sur la liste. Et là, ça, c'est le droit d'injonction qui revenait à la Cour constitutionnelle ou au Conseil constitutionnel. Ils ne l'ont pas exercé. Donc, si on quitte ce domaine-là pour en revenir à ta question, c'était est-ce qu'il y a une chance? Oui. Je vous avais dit ici que le régime démocratique est l'un des meilleurs régimes parmi les régimes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défauts. Et que, je l'avais lu, Planiol, je crois, c'était il y a longtemps, disait une chose, c'est le seul régime qui donne des bâtons à ses adversaires pour le battre. C'est extrêmement important, cette image-là, à comprendre. Qui, aujourd'hui, a des bâtons pour battre le régime constitutionnel, le régime démocratique en Côte d'Ivoire? Ça peut être le président sortant, parce que aujourd'hui, les limites d'un président issu d'un régime démocratique, lorsqu'il postule, lorsqu'il se représente pour se succéder à lui-même, il continue à détenir les pouvoirs que la loi lui donne, c'est-à-dire le pouvoir de mettre l'armée dans la rue ou d'user de la puissance de l'État. Or, aujourd'hui, le président de la République sortant qui veut se succéder à lui-même, les forces de l'ordre sont entre ses mains. Et aujourd'hui, toute manifestation est interdite pratiquement. Est-ce que cette interdiction est constitutionnelle? Et donc, si il interdit d'office, ce n'est pas lui qui l'interdit. Il a à l'échelon inférieur des gens, des préfets, des gouverneurs, de ceux-ci, qui peuvent interdire, qui prennent la responsabilité d'interdire. Alors que, pour ce que je connais du droit constitutionnel, les manifestations, on prévient. On prévient uniquement, mais on ne demande pas l'autorisation. L'autorisation est acquise depuis le départ. On informe seulement. On informe seulement. Mais à partir d'aujourd'hui, de maintenant, où ils veulent descendre dans la rue, quand on utilise les forces de l'ordre pour les en empêcher, c'est une limite. On est en train de sortir de la démocratie. C'est vrai, on est en train d'avoir un problème entre la légitimité et la légalité. C'est la question que je vais vous poser. Peut-être je vous relance, vous allez répondre à ça ensemble, vous allez continuer. Doyen, vous aviez bien sûr fait cas de toute manifestation qui est réprimée. Vous n'avez pas parlé, mais il y a des jeunes qui ont déjà perdu la vie. Il y a plus de 200 jeunes qui sont peut-être arrêtés de façon dorénavant arbitraire parce que détention prolongée, je ne sais pas, sans motif souvent. Certains même pas. Mais on est encore dans le cadre de la démocratie, doyen? Mais c'est bien ce que je suis en train de dire. Parce que ce qu'on a vu ici en Afrique et même aujourd'hui en France, c'est l'esprit qui ne recherche pas. Ils sont accrochés à la lettre, même en France. Or, quand on s'accroche à la lettre, on a tendance à dévoyer les règles de la démocratie pour en jouir et à son seul avantage. C'est bien ça ce qu'on est en train de dire. Quand je dis le président sortant est-il l'ennemi de la démocratie au point de dévoyer les règles? C'est dans le sens de dévoyer les règles. Il en a la légalité, mais est-ce qu'il en a la légitimité? Ça, c'est un problème. Aujourd'hui aussi, ceux qui refusent d'accepter qu'ils sont exclus du jeu électoral, est-ce que c'est leur droit ou est-ce qu'ils sont en train de refuser de reconnaître ce que démocratiquement a été, juridiquement a été acquis? Donc, lequel des deux est ennemi de la démocratie en place? C'est selon.
ce n'est pas forcément l'un ou l'autre, mais c'est forcément l'un ou l'autre. Si on en revient à... On a toujours la démocratie qui a ses limites, les règles démocratiques qui ont leurs limites. Et en Afrique, ce à quoi on a assisté, c'est que les présidents qui durent en place font toujours référence aux règles démocratiques pour rester en place, au-delà de ce qui devait leur être accordé comme nombre de mandats. Aujourd'hui, tu rappelles, est-ce qu'ils pourront l'être? Ça m'étonnerait parce que l'opposition, ceux qui ne participent pas aux élections, se sont inscrits dans les règles démocratiques. Or, les règles démocratiques les étouffent. Et donc, qu'est-ce qui va transparaître? C'est le rapport de force. Quel rapport de force peuvent-ils avoir sans faire autre chose? Ça m'étonnerait. Parce qu'ils sont butés à des règles. Le président sortant exerce le droit de réprimer les manifestations puisque interdites. Il ne s'en privera pas. Et eux, ils vont sortir. Est-ce que leur ligne, c'est de mettre les gens dans la rue pour qu'il y ait suffisamment de morts et après? En 2000, je crois, 2011. 2010. 2010, 2011. 2015, 2020. En 2020, Ah, 2020. il y a eu combien de morts? Pour le troisième mandat. Pour le troisième mandat. Oui. C'est même pas de 86 morts. Des gens dont la tête était coupée. Ça n'a pas fait changer le président sortant. Et donc, aujourd'hui, tu l'avais dit une fois, tu ne crois pas en Thiam. Parce que Thiam n'a jamais pris parti contre les Français. Aujourd'hui, Gbagbo ne veut pas rééditer ce qui s'est passé en 2010. Et ils veulent s'inscrire dans la légalité, ils veulent s'inscrire dans la légitimité, dans le droit constitutionnel, dans la Constitution. Mais dans la Constitution, ils partent perdants d'office. Parce qu'il n'y a aucun moyen de renforcer. Le seul moyen de renverser la vapeur, si cela est un moyen, c'est le nombre de morts qui va en discuter. Or, 2020 nous a prouvé que le président sortant a franchi ce cap de 86 morts sans que personne n'ait crié au scandale. Et donc, quelques-uns de plus ou pas, ça ne change pas les choses. Donc, en fin de compte, pour me résumer, pour établir le rapport de force, s'ils s'inscrivent dans la démocratie et dans les règles démocratiques en respectant la légitimité, ça m'étonnerait qu'ils puissent s'en sortir. OK. Moulogo Toalé, nous revenons vers vous. La démocratie, tel le doyen vient de l'expliquer, nous voyons que les règles démocratiques sont même prises en otage. C'est pourquoi nous autres panafricains, nous préférons autre chose que ces débats de démocratie haute, parce que tel ça a été dicté par la jeune française depuis la conférence de Bâle. Nous comprenons que jusque-là, ça fait beaucoup plus de victimes. Beaucoup des Africains ont été martyrisés. Les images dont nous voyons sont des images insoutenables, des images de rare violence. Doyen l'a rappelé, c'était le cas en 2020 avec le troisième mandat. C'était le cas en 2010. À chaque fois qu'on parle d'élections, généralement d'élections, même la venue de Sonko et de Diomaye Faye au Sénégal, il y a eu plus de 60 morts. Et généralement, quand finalement on parle d'élections en Afrique, cela équivaut à mettre à mort des dizaines de jeunes Africains. Est-ce qu'on est toujours dans le cadre de la démocratie dans ces pays? Non, cher frère, la démocratie en elle-même, c'est-à-dire théoriquement, théoriquement, oui. Elle est une chose la plus parfaite par rapport aux autres systèmes de gestion, voilà, de gestion des États. La démocratie, théoriquement parlant, c'est la parfaite chose. Mais dans sa mise en œuvre, c'est là le vrai débat se pose. Si c'est la démocratie, on devrait prendre la voie de la démocratie. On ne parlerait pas déjà en 2002. En 2002, on ne parlerait pas de rébellion. On ne parlerait pas de rébellion. C'est-à-dire, si on veut suivre la voie démocratique, on allait suivre les voies qui permettent à ce que tout le monde se retrouve dans les urnes et que chacun gagne ou chacun y perd. Ça, c'est les formes. Et c'est la démarche. Si on veut aussi rester dans la logique démocratique, on devra aussi assainir la liste électorale parce qu'elle doit être propre et acceptée par toutes les parties.
sous la tutelle de la structure en charge de l'organisation des élections, donc la CEI. Or, à ce niveau aussi, c'est opaque. Rien n'est précis, rien n'est clair. Si on veut aussi parler démocratie, comme le disait le doyen avec toute sa sagesse, c'est que tout ce qui est de pouvoir, le président sortant devrait être au même titre et au même diapason que les autres candidats si la date qui a clos les candidatures et qui a effectivement reconnu les candidats potentiels. À ce moment, tout le monde devrait être au même pied d'égalité. Tel n'est pas le cas, parce que les manifestants du pouvoir sont autorisés. Ils font leur manif. Que ce soit à Bouaké, à Yamoussoukro, à Gagnoa, partout, ils marchent. Mais l'inverse, c'est le côté de l'opposition que cela est interdit. Est-ce qu'il y a démocratie? Non. On ne parlera pas de démocratie là où personne ne respecte. La démocratie ne peut pas permettre à quelqu'un, après ces 2 mandats, pour dire non, moi je deviens candidat parce que mon successeur est mort. Pour un pays, il faut respecter nos États. Pour le respect d'un État, ce n'est pas un tel argument qu'on devrait donner. Cela suppose que sans lui, personne dans le pays ou dans son parti ne peut être à mesure de gérer le pays. C'est-à-dire, si ce n'est pas lui, personne ne peut gérer. Ahmed Bakayoko est décédé. Koulibaly est décédé. Il dit non, moi je deviens candidat. Cette fois-ci, non, l'insécurité, je deviens candidat. Quel est le rapport entre la démocratie qui voudrait que la Constitution soit respectée et les problèmes qui n'ont aucun impact sur les principes établis, les règles établies par l'État au nom de la République d'où en découle le caractère démocratique. Parce que de la République, les institutions et le caractère démocratique. Quel argument qui pouvait être celui de non, je vais construire, j'ai encore trop de projets à faire dans le pays, j'y reste. Quel est le lien entre la Constitution? Non, il n'y a pas de démocratie. Pour l'instant, la démocratie demeure un idéal. Pour l'instant. Mais elle n'existe pas. Oui. Et si elle existait, ce n'est pas sous cette forme-là qu'elle doit être positivement appréciée. Maintenant, pour ce qui est de ce contexte ivoirien, et qui préoccupe tout le monde et chacun de nous, il était clair qu'aujourd'hui, depuis que le président actuel a mis ses pieds sur la scène politique ivoirienne, on a connu des problèmes en Côte d'Ivoire. En 1990, 89, 81, 90, en tant que Premier ministre, il a imposé les cartes de séjour. Les cartes de séjour en Côte d'Ivoire, qui ont fait que le problème de non-ivoirien est né. C'est à partir des cartes de séjour. Il avait donné pour argument pour rafouiller les caisses parce que le pays avait des difficultés. Après la mort d'Houphouët-Boigny, alors qu'il n'était pas membre du PDCI, RDA, alors qu'il n'était pas président de l'Assemblée nationale, il dit qu'il va succéder à Houphouët-Boigny. Et ça a mené un conflit. Le conflit entre lui et Bédié est né de là. Qui allait succéder à Houphouët? C'est là que Bédié a pris ses responsabilités à sa qualité de président de l'Assemblée nationale, à la faveur de l'article qui le lui permettait, pour prendre les choses en main. Au fil du temps, le PDCI s'organise, puisqu'il n'est pas membre du PDCI, ni du comité exécutif et du directoire du PDCI, on dit, bon, il faut t'écarter. Ariette Diabaté fait appel à Alassane pour venir au RDR après la mort de Denis Kobena, fondateur du RDR, qui était opposé au PDCI, mais un parti réformiste. Vous comprenez? Parce que le RDR est sorti du PDCI. Denis Kobena, paix à son âme. Et c'est comme ça les choses se sont passées.
Depuis qu'il a mis ses pieds sur la scène politique de 1995 jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a plus une politique apaisée. Et pourtant, face à Laurent Houphouët-Boigny, Gbagbo Laurent s'est opposé. Gbagbo a été candidat député face à Houphouët-Boigny. Gbagbo a été candidat à la présidentielle. Il a connu 6 ans d'exil d'ailleurs. Oui. Et quand il est revenu dans le calme, il a été candidat. Et après les présidentielles et aux législatives, il a été élu président de chez lui, à Ouagadougou. Est-ce que vous comprenez? Président qui, je crois qu'il a même eu 2 mandats. Juste pour dire qu'on pouvait faire la politique dans un pays, si on aime son pays, sans recourir aux méthodes de violence. Quand le conflit Ouattara-Bédié s'est opposé, c'est encore le même Gbagbo qui a dit non, on est tous des frères. Bédié, tu as tort. Il faut laisser le frère exercer ses pouvoirs. Mais cette histoire des frères de Gbagbo en politique comme ça, là, ça n'a pas fait beaucoup plus de mal à la Côte d'Ivoire? Oui, mais vous savez, en africain, on ne peut pas ne pas prononcer frère. Mais c'est la différence. Mais malheureusement, tout le monde n'est pas africain, mais ils sont nés africains. Et donc, Ouattara... Est-ce que Ouattara voit ce monde en africain comme nous? Non, il n'est pas africain. Alors? Sur toute la ligne, il n'est pas africain. Parce qu'un Africain, par définition, ne dit pas oui et il va dire non. Et il ne va pas dire non et demain, il va dire oui. Un Africain ne se dédie pas publiquement. C'est publiquement, lui, il a dit, il ne peut plus être deuxième. Il est fatigué, il va vieillir. Lui-même, il a dit qu'il ne peut même plus être deuxième. Il finit son 2 mandats, il s'en va. Et même quand il était en face à face avec Gbagbo en 2010 à la télévision nationale, il dit, lui, il vient pour faire ses 2 mandats et il va. Le lendemain, il dit, avec ça, il dit non, même avant ça, pour son 3e mandat, 4e mandat qui est polémique, il a dit non, il vieillit, il va maintenant partir. Personne ne s'attendait au fait qu'il négocie encore ce mandat-là. Cette élection-là, personne n'y pensait. Quand on est africain, on pense d'abord la cohésion, l'amour du prochain, la tolérance, la pitié. Ça, c'est les valeurs de l'Afrique. Quand ces valeurs n'existent pas, on s'interroge si XW est vraiment africain. Parce que ce n'est pas parce que la politique de la prise du pouvoir est là qu'il faut accepter de fermer les yeux sur le tissu social qui est mal mis à l'aise. Parce que c'est le tissu social qu'il faut... Quand on est chef d'État, c'est pour être au-dessus de tout. Soro Guillaume, qui pouvait imaginer que sous la gestion du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara, mais que le procureur accepte cela parce que ce n'est pas facile de passer. Et même, ils ont écrit Ado, quand ils n'ont qu'à écrire chose. Je ne sais pas comment, mais Ado, là, ils n'ont qu'à régler ça. Voilà. Donc, dans le fond, il ne devrait pas sortir aujourd'hui Soro Guillaume de la Côte d'Ivoire. Si on était dans une logique de la démocratie. Okay. Un ancien président de l'Assemblée nationale, il a quand même géré l'institution, il a été Premier ministre, il a quand même été chef de la grande rébellion ivoirienne. Il a quand même un parcours qui justifie qu'il devrait rester dans le pays. Il est où aujourd'hui? Ok, il est où aujourd'hui? Nous revenons vers vous, doyen. Guillaume Soro, je sais pas, Laurent Gbagbo, tout ça, c'est le problème de 4 mandats. C'est d'ailleurs le premier problème que vous avez à souligner. Situation conflictogène, c'est surtout la candidature du président Alassane Dramane Ouattara. Doyen, vous qui êtes suffisamment expérimenté, est-ce qu'il y a une alternative à ces 4 mandats pour mettre fin à cette effusion des sangs qui est en cours? Bon, la question que vous lui avez posée, c'était de savoir si c'est une démocratie, avec les répressions. Oui. Je voudrais répondre à une de ces questions, mais à partir du droit constitutionnel malien, ce que j'en connaissais. Mais je ne connais pas le droit constitutionnel. Mais en réalité, tous les droits se ressemblent chez nous. Oui. Lorsque un candidat au présidentiel meurt après avoir été accepté comme candidat,
on repousse les élections pour choisir un autre candidat. Or, quand Amadou Gon Coulibaly mourait, il était pressenti comme étant le candidat du RDR ou du RHDP. Mais sa candidature n'avait pas encore été officialisée. Donc, c'était une raison supplémentaire pour dire que même si sa candidature avait été déclarée, la Constitution permet seulement de repousser pour prendre un autre candidat. Pas forcément le président de la République. Or, la chose était telle que on a pensé que parce que c'était tellement proche qu'on ne peut pas choisir quelqu'un d'autre. Alors que la Constitution permet seulement de repousser. Sur le plan constitutionnel malien, c'est ce que je peux dire. Maintenant, pour ce qui concerne une démocratie où on voit des scènes de violence insoutenables, je vais me permettre d'évoquer une aporie. Qu'en est-il d'un coup d'État qui ne fait pas de morts opposé à une élection démocratique qui fait des morts? Mieux vaut le coup d'État qui ne fait pas de morts. Bon, c'est une aporie qu'il faut résoudre. On est dans une contradiction fondamentale. On encense la démocratie. On encense les élections démocratiques. Mais les élections démocratiques font plus de morts qu'un coup d'État. Alors finalement, quel est le système le mieux pour nous autres? Et donc, les scènes de violence qui ont suivi en 2020, 80 morts, même au Sénégal, 60 morts, pour qu'on puisse célébrer, alors qu'au Mali, on a fait un coup d'État, pratiquement, même Moussa Traoré se plaisait à le répéter, un coup d'État sans effusion de sang. Ibé, il y a eu quel soulèvement pour tuer les gens? Tiani, il y a eu quel soulèvement pour tuer des gens? Aucun mort. Aucun. Au Mali, avec l'actuel pouvoir, aucun mort. Il n'y a pas eu de mort. C'est pendant que les pouvoirs étaient en place, les tueries du 11, du 12. Et ça, ce n'est pas éclairci jusqu'ici. Oui. Et donc, en bon Africain et en bon croyant, est-ce que la vie des hommes valent une élection démocratique si ça doit entraîner des morts comme ça? Au Sénégal, plus de 60 morts. Voilà. Et donc, ça répond à ta question. Des zones insoutenables, est-ce qu'encore on est dans une démocratie? Si on est dans une démocratie, la démocratie, c'est faite pour une alternance apaisée. Oui. Mais si ça doit entraîner des morts, elle ne vaut pas guère mieux qu'un coup d'État. Pour répondre à ta question. OK. Voilà. Merci beaucoup. Mologo Tolé, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, mais justement, l'histoire des coups d'État, moi, je crois que la Côte d'Ivoire est un pays bizarre. Bizarre dans le sens en termes de gestion. Ceux qui sont au pouvoir, c'est des rebelles qui sont venus. Et quand on a mué un militaire, aux hommes de l'armée, c'est en Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez qu'au début de la rébellion, plus d'une centaine de gendarmes ont été surpris à Bouaké pour être tués dans les conteneurs par les rebelles. Tous ceux qui sont aujourd'hui applaudis, la plupart de ceux qui sont applaudis comme militaires, même quand on fait des indépendants, ceux qui défilent, mais c'est eux qui contrôlaient les pièces d'identité renversées, qui ne pouvaient pas savoir lire vos noms. Donc c'est les rebelles qui sont devenus des militaires. Écoutez, c'est les rebelles qui sont actuellement en majorité l'armée ivoirienne. Les gens qui ont défendu l'armée régalienne, qui a défendu les institutions, qui ont protégé le président Gbagbo, qui ont malheureusement été envahis également par l'armée française pour arrêter Gbagbo, quand le pouvoir a changé, il y a eu règlement, c'est-à-dire épuration de la plupart des militaires ivoiriens, que ce soit gendarmes, que ce soit les sapeurs-pompiers, que ce soit les marins, la plupart d'autres sont morts et beaucoup en prison. Certains ont eu la chance de s'échapper, sont en exil un peu partout. Et donc, c'est un pays où, quand
la logique démocratique aurait voulu que le pouvoir appartienne au peuple et que le peuple peut se soulever et que l'armée régalienne, qui est au-dessus de toutes les mêlées, peut dire donc, au lieu que le pays s'effondre et que les populations s'entretuent, nous on prend nos responsabilités pour déposer c'est-à-dire le chef d'État. C'est dans une république où l'armée régalienne a été conçue et c'est des professionnels qui, à partir de leur formation, sont devenus des militaires. Mais des gens qui sont venus avec l'esprit rebelle et qui ont avec leur chef qui est rebelle, qui est président. Écoutez, vous donnez une scène qui n'a pas d'issue. Mais il dit qu'il est démocrate et puis il va faire la... Les démocrates, la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays en Afrique de l'Ouest qui a connu une rébellion qui a existé de 2002 jusqu'à ce que Laurent Gbagbo donne. Non, j'ai pas fini, mon frère. Oui, je te comprends. Mais le président actuel de la Côte d'Ivoire avait déclaré vouloir faire la guerre de la démocratie au Niger. Nous, on pense que lui, c'est un grand démocrate. Ou bien il est comment? Oui, mais vous vous souvenez, vous et moi, lorsque la CEDEAO, avec les Ouattara et autres, ont décidé de mettre l'embargo sur le peuple malien. Et je dis bien le peuple malien. Nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, entre vous, les chefs d'État, là, mettez vos embargos. Mais l'embargo sur les peuples africains, nous, on n'est pas d'accord. Parce qu'on a voulu CEDEAO des peuples. On ne peut pas sanctionner. Si vous pouvez bloquer les avoirs des autorités entre vous, vous avez vos canaux, mais laissez la population tranquille. Non, pire, j'ai fait cas. Je viens. J'ai fait allusion au cas du Niger surtout. Je viens pas à pas pour dire que dans la logique et dans l'esprit, on sait que celui-là, qui est actuellement le chef d'État de Côte d'Ivoire, n'a aucun signe de... Qu'est-ce qu'un démocrate? Un démocrate, c'est celui qui accepte la contradiction. Un démocrate, c'est celui qui obéit à ce que les constitutions ou la constitution de son pays est décidée. C'est ça l'esprit d'un démocrate. Un démocrate, c'est celui qui sait aussi la place et le rôle de l'opposition. Un démocrate, c'est celui qui reconnaît les droits aux anciens dirigeants. Pédi a été ancien dirigeant, Gbagbo a été ancien dirigeant, il faut lui reconnaître son droit. L'esprit démocratique, c'est aussi ça. Un démocrate, ce n'est pas un revanchard, ce n'est pas un rancunier. S'il était démocrate, il ne mettrait pas Soro Guillaume hors de son pays. Un démocrate, c'est celui qui sait partir du pouvoir sans chercher à détruire son propre pays. C'est pourquoi je dis, on est dans une scène où on a, quelqu'un disait, il est difficile de sortir un monstre d'un village quand les enfants du village eux-mêmes ont amené le monstre dans le village. Donc, il est difficile aujourd'hui de sortir, sauf autre philosophie, autre incident, autre chose. Peut-être on est là, on ne le souhaite pas, mais on dit non, crise cardiaque a pris Ouattara. Peut-être là, mais là où on est là, c'est pas lui qui est prêt et qui va dire au nom de la démocratie, il va laisser les autres compétir. Maintenant, les sanctions face aux autres, quand ça c'est l'entité CEDEAO que je ne supporte pas, je ne peux pas spécifier CEDEAO à la Côte d'Ivoire. CEDEAO est une entité. Mais lui, président de Côte d'Ivoire, c'est de lui que je parle. La démocratie et un esprit démocrate, c'est l'esprit de reconnaissance. C'est qui l'a fait élire la dernière fois en Côte d'Ivoire? C'est Laurent Gbagbo qui a fait de Alassane Ouattara candidat éligible en Côte d'Ivoire. Mais s'il a été élu, est-ce qu'il avait gagné? Pardon? Est-ce que Ouattara avait gagné? Et si encore là, vous posez une très bonne question qui m'amène à définir encore la démocratie. Un démocrate, quelle que soit ses humeurs, lorsque le Conseil constitutionnel de son pays a déclaré, parce que la décision du Conseil constitutionnel est sans appel. C'est pourquoi les composants, je suis d'accord avec le doyen, ceux qui sont membres du Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle, ils sont supposés être au-dessus de toute sensibilité humaine. Ils n'ont pas droit à une erreur. Par définition, n'importe qui ne peut pas siéger et être au niveau de Cour constitutionnelle ou Conseil constitutionnel dès lors que leur décision est sans appel.
C'est pour dire qu'ils sont supposés être au-dessus des autres, c'est-à-dire concitoyens, en termes de l'appréciation des règles exigibles par la démocratie et tous les contours du droit. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quand le Conseil constitutionnel paraît Paul Yao-Undré, professeur de droit, Paul Yao-Undré, ce n'est pas n'importe qui, c'est un professeur, tout le monde le connaît. Non, quel qualificatif il faut le donner? Il est l'homme du droit. Paul Yao-Undré, tout le monde le respecte, ce n'est pas n'importe qui. Mais quand on te met maintenant pistolet sous la tempe, tu fais comment? Tu meurs ou tu survis. Ouais. Il s'est dédié, malgré lui. Il avait les larmes aux yeux. Est-ce que vous comprenez? Paul Yao-Undré, juste pour dire, paix à son âme, Francis Vaga-Boyer, par rapport à la cour, le conseil et certains trucs, il a préféré partir. Il dit non, moi je démissionne, je m'en vais parce que je ne peux pas siéger. Vous ne pouvez pas me donner des responsabilités et vous allez me dicter des comportements. Il n'y a donc pas ici, on est dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Nous respectons notre nation, nous en sommes fiers, mais on est aussi attristé qu'à la tête de cet État, il y a quelqu'un qui piétine la démocratie, les règles de la démocratie. Parce que c'est de ça qu'il est question. La question n'est pas de savoir si on aime Ouattara ou on ne l'aime pas. Mais en termes de la démocratie, il devrait aussi comprendre que l'alternance existe. L'alternance existe. C'est parce que l'alternance existe qu'il y a eu le pluralisme politique en Côte d'Ivoire. Sinon, on était dans un système de partis unique avec le PDCI qui était un parti État. Il a fallu que les Ivoiriens, des démocrates, se soient mobilisés en 89-90 pour que le pluralisme politique soit accepté. Et dès lors que le pluralisme politique existe, la tendance devrait aussi être intégrée dans la démarche de tout homme démocratique. Alors, lui, est-ce qu'il est vraiment démocrate? Un rebelle ne peut pas être démocrate, dans tous les cas. On ne peut pas être rebelle et être démocrate. C'est vraiment, c'est les deux, les pôles diamétralement opposés. Soit on est démocrate, on fait la démarche de la démocratie, soit on est rebelle, et comme on ne peut plus, on est déjà au pouvoir. S'il n'était pas au pouvoir, il allait peut-être encore prendre les armes. Donc, il est déjà au pouvoir en tant que bon rebelle. Mais au pouvoir, il a les armes. Donc, justement, parce qu'il détient maintenant tout, il est au pouvoir. Il dit, bon, non, moi, je voulais partir, mais comment on appelle notre frontière, là, c'est mélangé, je reste encore. Qui va dire non? Ben, c'est un rebelle qui parle. Ouais. Un vrai démocrate serait parti parce que quand on n'est plus au pouvoir, on a droit à ouvrir un cabinet et il doit être consulté par le nouveau président, son successeur, c'est un chef d'État. Un ancien chef d'État est toujours utile pour le pays. On ne sort pas de la présidence et dire que tu es oublié. Un chef d'État, obligatoirement, il a droit à un cabinet. Et à partir de son cabinet, il doit être consulté par le nouveau, si nécessaire. Et si vraiment il a cet esprit démocrate, il peut toujours être utile dans la gestion. Parce qu'il a eu à gérer le pays. C'est ça l'esprit démocratique. Et peut-être après, il pourrait peut-être revenir. À un moment donné, Maté Kérékou l'a fait au Bénin. Il est parti et il est revenu. On peut partir et puis revenir. On en a vu. Mais il n'est pas prêt pour partir. Même Didier Ratsiraka. On a vu des pays où des gens sur qui on ne comptait pas sont revenus au pouvoir. On a parlé des gens dont on prend la tête, tranché, et on joue au football dans un pays qui est supporté démocratique. Comment vous pouvez comprendre ça? On parle même des musiciens vers l'Ouest qui étaient allés à la manifestation du RDR. Et là-bas, avant-hier, je crois, et on l'aurait tué. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a tiré. Pourtant, il est tombé. Vous comprenez? Oui. Des gens meurent dans certaines zones où l'opposition veut se manifester, mais c'est tout un problème. Or, quand on est à l'esprit de la démocratie, on demande à l'armée ou à la police d'encadrer les marches, de soutenir l'opposition, de leur donner les voix pour qu'ils puissent marcher et faire leurs revendications et repartir. Mais on n'est pas dans ce contexte. On est dans un contexte où tout le monde est réprimé. Une répression, ce n'est pas forcément aussi la violence. Réprimer des gens, c'est comme on dit non, Afi a été candidat 2 fois, mais n'est plus candidat. Mais il est réprimé.
Hier, même des gens avaient cerclé chez lui. Quand il est sorti, il a fallu. Le siège, le cabinet de Laurent Gbagbo avait été aussi encerclé avant-hier et hier aussi. Vous comprenez? On est dans une logique de terreur. Un homme qui terrorise son peuple ne peut pas être appelé démocrate. Ok. Merci beaucoup. Doyen? Je voudrais juste revenir sur la question parce que je n'y avais pas répondu. Ok. L'alternative, comme tu avais dit, à un 4e mandat sans effusion de sang. Oui. Il y a 2 alternatives possibles. Ok. La première, c'est que ceux qui n'ont pas été admis comme candidats baissent les bras et laissent les élections se faire. Or, à ce stade, ça m'étonnerait. Premièrement, quand ils ont pris le risque de la partition, de la division de leur propre parti pour tenir une ligne, ça m'étonnerait qu'ils reviennent sur leur pas. Deuxième possibilité, c'est lorsque le président sortant leur donne la possibilité de se présenter. Or, je ne connais pas trop, je connais le président de loin, donc je peux me tromper dans mes analyses. Ce que j'ai vu dans mes analyses, je peux me tromper, c'est quelqu'un qui est apte à régler les problèmes par la force. Comment? Je donne 3 éléments que j'ai recensés. Quand il a été écarté du temps de Bédié, il avait dit, selon ce que j'ai cru entendre, et ça n'a pas été démenti, je rendrai ce pays ingouvernable. Premier problème. Deuxième problème. Lorsque il a eu problème avec le Mali pour 49 soldats, en bon africain, il aurait suffi d'envoyer comme il a fini par le faire, son petit frère pour venir voir les autorités maliennes. Bon, évidemment, il y a une incompréhension entre nous. On ne voulait pas faire de mal. Et est-ce qu'on peut régler ce problème-là entre nous? C'est ce qu'il a fini par faire. Oui. Mais non, il a tout de suite convoqué le Conseil de sécurité. Oui, de défense. Le Conseil de défense que lui-même il a présidé. C'était monté au créneau, c'était parti trop loin et enlever toute possibilité de revenir en arrière. Il est parti au bras de fer tout de suite. Deuxième constatation. Troisième constatation, lorsque il y a eu coup d'État au Niger, il n'est pas le porte-parole de la CEDEAO. Non, loin de là. Mais quand ils ont pris la décision, les présidents ont pris la décision d'envoyer un contingent pour rétablir Bazoum, c'est lui qui n'est pas un porte-parole qui est sorti pour donner la nouvelle et pour engager son pays. Et donc ces 3 faits m'amènent à penser que pour lui, les problèmes se règlent par la violence. Et donc, penser qu'il peut y avoir un 4e mandat sans effusion de sang, je n'y crois pas du tout. Ce n'est pas possible. Ok. Doyen, je reste avec vous. J'ai juste besoin de conseils parce que cette émission est suivie à différents niveaux aussi. Est-ce si élection équivaut à martyriser beaucoup de gens comme ça, la jeunesse surtout, est-ce que les pays de l'Est n'ont pas eu raison de trouver une formule pour donner un mandat aux autorités actuelles sans effusion de sang? Le dire, c'est diminuer le mérite. Ok. C'est-à-dire, on a trouvé une voie originelle pour régler nos problèmes. On l'a toujours dit ici. Les coups d'État qui ont été faits au Mali, les causes qui ont amené ces coups d'État-là n'ont jamais été réglées. Et repartir avec un autre coup d'État et passer la main sans régler ces problèmes-là, c'était retomber dans les mêmes problèmes. Et donc, les Maliens ont trouvé, ou même les pays de l'AES ont trouvé une façon originelle de régler le problème. En disant, les autorités qui sont venues par coup d'État, on l'a accepté parce qu'il y avait effectivement des problèmes. Les pays étaient à la ramasse. Maintenant, on leur donne les moyens, le temps de régler ces problèmes-là. Et ces problèmes sont des problèmes tellement ardus qu'il ne suffit pas de quelques mois pour le régler.
Il faut le régler. C'est des problèmes qui touchent à l'existence même du pays, des différents pays. Et donc, dire que nous, on a trouvé le moyen, peut-être ça ne plaît pas aux gens, mais aujourd'hui, il y a eu peut-être ce que j'ai déploré, moi. J'ai généralement assisté, pour le compte de l'Église catholique, à tous les forats. Depuis IBK, le dialogue inclusif intermalien, ce que je reproche à ces différents forats, c'est qu'on propose, les gens font des propositions, on cumule toutes ces propositions. Et pourtant, il peut y avoir des propositions contraires. Il y a des gens qui vont dire il faut négocier avec les rebelles. Mais combien sont-ils dans la salle? On prend ça. Et parmi ce que d'autres disent, il faut les combattre. On prend les deux, on les met dans les propositions. Mais on ne vote pas proposition par proposition. C'est ce que moi je reproche à ces différents forats. Il faut absolument, même dernièrement, quand on amène des propositions, à la fin, le dialogue intermalien, le Premier ministre est venu, on a simplement lu et les gens ont acclamé et puis c'est fini. Mais il y a des choses qui sont contraires là-dedans, il y a des propositions tout à fait contraires. Il faut trancher. Il faut trancher en votant pour... les délégués devaient voter chacune des propositions retenues. On a commis la même erreur lorsqu'il s'agit de la charte. C'est pourquoi ça permet aux opposants de dire qui les a mandatés ou ceci ou cela. Le minimum, c'était de les faire voter. Proposition par proposition. Au moins, cet ensemble qui a été réuni aurait choisi individuellement, voter pour chacune des propositions. Ça aurait été mieux. Oui. Mais aujourd'hui, ça permet simplement de... Non, ils se sont mis là-bas, ils ont acclamé. C'est des turiféraires du pouvoir. Peut-être qu'on aurait trouvé des gens qui étaient contre certaines propositions et qui allaient le manifester. Mais pour revenir à ta question, c'est vraiment la meilleure façon de sortir de cette affaire-là que nous avons trouvé. Assainir la gestion du pays, remettre le pays sur les rails avant d'aller à des nouvelles élections. Voilà. Nous arrivons au terme de cette émission. Moloko Toale, votre mot de la fin. Oui, moi, je crois que vous avez eu le nœud creux, comme on le dit, pour choisir un sujet aussi important qui méritait d'être réfléchi, débattu. Oui. L'occasion donc de vous dire merci d'avoir toujours eu cet esprit panafricain, parce qu'on est un Africain, on doit s'intéresser à chaque pays africain, si vraiment on se sent africain. Parce qu'un Africain qui dit non, moi je ne peux pas m'intéresser au dossier ivoirien, alors qu'il a l'esprit panafricain, alors c'est comme si la Côte d'Ivoire ne faisait pas partie de l'Afrique. Donc merci mon frère pour cela. Merci encore aux doyens pour ces analyses toujours pertinentes et qui nous aident. Je voudrais ici, ça c'est mon point de vue, comme je l'ai dit, demander à mon président, Alassane Ouattara, d'accepter de faire comme les autres avaient fait, surtout comme Laurent Gbagbo l'avait fait à son temps, qui lui a permis d'être candidat. Il y a un mal. Or, quand ce mal n'est pas géré, les conséquences, c'est les populations qui vont souffrir. Ce sont ses compatriotes qui vont souffrir. Ce sont ces Africains résidant en Côte d'Ivoire qui vont souffrir. Personne ne souhaite le mal. Personne ne souhaite un débordement. Surtout une crise dans un contexte des élections, ça porte beaucoup plus de dégâts que de bonheur. Alors, je voudrais donc encourager le président de faire en sorte qu'il prenne de la hauteur et qu'il règle cette équation par la voie politique pour intégrer les autres. Quant aux autres opposants, qu'ils restent toujours déterminés pour que leur lutte amène le président et eux à un consensus pour que toute l'Afrique soit apaisée, parce que la Côte d'Ivoire aussi, c'est un pays où se trouvent les frères africains et personne ne souhaite que ce pays s'embrase. Alors, pour maintenant, je reviens, continuer sur cette lancée. Merci. On a besoin des Africains qui défendent l'Afrique. Ce n'est pas quelqu'un qui va défendre l'Afrique à notre place. Mais on doit aussi défendre l'Afrique avec la cohérence, l'honnêteté, comme tu le fais, et je te tire le chapeau. Je dis donc merci à tous ceux qui nous suivent, et je n'oublie pas
la régie qui nous aide toujours à régler tout ce qui est à régler techniquement pour rendre bien lisible et visible notre émission. Au doyen, grand merci. Ok. C'est à nous de vous remercier et rassurez-vous, nous allons toucher à toutes les questions si nécessaires ici en Afrique. Nous, rassurez-vous déjà, nous allons parler de ce qui se passe au Cameroun et même ce qui se passe actuellement dans les pays frères de Madagascar. Doyen, votre mot de la fin? Moi, je voudrais dire une chose. La Côte d'Ivoire est un point sensible pour nous autres pays frontaliers. On sait qu'avec ce qui est advenu en 2000-2002, la conflagration qui a eu lieu, beaucoup d'Ivoiriens se sont exilés dans les pays voisins. On ne voudrait pas voir cette affaire se reproduire. Je voudrais dire que nous ne sommes pas des Ivoiriens, nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire. Nous suivons les activités et de temps en temps on regarde et nous nous faisons une idée. Nous nous faisons notre idée, qui n'est pas forcément la meilleure, qui n'est pas forcément la vraie. Maintenant, ce que moi je souhaite pour ce pays, c'est que ça se termine bien. Mais j'ai des appréhensions. J'ai des appréhensions parce que le président sortant est un homme droit dans ses bottes. Quand il choisit une ligne, je ne le vois pas changer de ligne sans que le rapport de force change. Ce fut le cas avec le Mali. Il a tapé à toutes les portes, à l'ONU, à la CEDEAO. C'est quand toutes les portes se sont fermées qu'il s'est résolu à envoyer son frère au Mali pour régler le problème des 49 soldats. Et donc, c'est quelqu'un pour qui, je crois, je dis bien je crois, c'est quelqu'un pour qui la fin justifie les moyens. Et tant qu'il est dans cette optique, ça m'étonnerait qu'il change de méthode. Ce serait bien dommage pour la Côte d'Ivoire. Ok, peuple d'Afrique, nous arrivons au terme de cette émission. Vous avez été nombreux à nous suivre comme d'habitude. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. Même émission, sans doute avec les mêmes invités, tout au plus le docteur pourra nous rejoindre. Seulement, nous allons changer de thème. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur Gandhi Malian TV et African TV. Merci beaucoup.